Alors que se terminaient les procès historiques des attentats de janvier 2015, j'écrivais sur les frères musulmans. La plaidoirie de Richard Malka m'a convaincu d'en faire un livre. Qui est donc ce il qu'évoque l'avocat de Charlie Hebdo, dont plusieurs journalistes et collaborateurs ont été massacrés au nom de l'islam pour venger son prophète? Quel est donc cet épouvantail de la terreur, ce crocodile, cet animal au sang froid qui peut se faire oublier quelques semaines, mois ou années, immobile, avant d'ouvrir l'œil puis la mâchoire? C'est un des paragraphes que l'on peut lire dans le dernier livre de Florence Bergeaud-Blackleur, anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Florence Bergeaud-Blackleur, sur Radio J. Comment les frères musulmans se sont installés en Europe et en France notamment? Comment ont-ils prospéré dans des démocraties sécularisées? Quelle influence ont-ils eu sur les musulmans et sur les autres? Ce sont tant de questions auxquelles vous tentez de répondre, en tout cas au cours de 11 chapitres très complets, donc dans votre livre intitulé Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, un livre préfacé par ailleurs par le spécialiste du monde arabe Gilles Kepel. Alors on peut le dire, Florence, c'est un vrai travail de documentation que vous avez mené sur ce que sont les frères musulmans. Vous vous y intéressez d'ailleurs depuis les années 90, comme vous le racontez. Alors pour bien comprendre de qui on parle, bien situer l'analyse et le propos de cet ouvrage, est-ce qu'on peut brièvement rappeler qui sont les frères musulmans, quand est né ce mouvement et dans quel contexte? Alors c'est un mouvement qui est né en 1928, c'est la confrérie créée par Hassan el-Banna. C'est un mouvement qui donc se crée sous forme de milice, à la fois sous forme d'aide sociale, et qui se crée donc 4 ans après ce qu'on appelait la chute du califat, l'abolition du califat par Atatürk. Un événement en fait très très mal vécu par une grande partie du monde musulman, pas seulement dans les pays arabes, mais aussi en Asie, en Extrême-Orient. Et nous, on l'a perçu cet événement comme relativement normal, la sécularisation, la modernisation. Et on n'a pas vu que pour une partie des musulmans, c'était comme décapiter en fait l'islam. Donc les frères musulmans se sont ensuite déployés sur la planète, on peut dire notamment sur les campus américains et européens, où ils ont donné ce que j'appelle aujourd'hui le frérisme, c'est-à-dire une idéologie beaucoup plus diffuse que la confrérie elle-même, qui aujourd'hui nous touche de plein fouet. Oui. Mais en réalité, quand je dis aujourd'hui, elle nous touche, parce qu'on la voit depuis le 7 octobre, on commence à voir toute cette archéologie du frérisme, mais en réalité, le frérisme s'est installé ici, en Europe, et en France en particulier, depuis 40 ans. Et ça fait 30 ans, moi, que je l'étudie. Il est très étendu, il concerne plusieurs domaines. Moi, je le définis comme un système d'action qui a pour but d'amener en fait l'ensemble des musulmans, des courants musulmans avec leur spécialité vers le califat, et qui donc va essayer d'entrer en fait dans divers domaines. Et d'ailleurs, vous comparez le frérisme au communisme et au fascisme qui instaurent tous les trois, je cite, le peuple comme support d'une identification collective et sujet de l'histoire sous la houlette d'un chef charismatique et qui se définit comme un ennemi extérieur. Mais vous dites, la comparaison s'arrête là. Qu'est-ce que l'islamisme, le totalitarisme islamiste a de différent? Eh bien, il gère les affaires temporelles de l'ici-bas et aussi celles de l'au-delà. À titre individuel et sur le plan collectif, prévoit donc l'instauration d'une société islamique globalisée qui avalera ou qui détruira tous les autres. Donc toute la question, c'est de parvenir donc à cette prophétie califale avec le moins de dommages possible pour être plus efficace. Donc dans les sociétés européennes, dans les sociétés sécularisées, il ne s'agit pas de faire la guerre qu'ils perdraient. De toute façon, ils sont beaucoup trop minoritaires. Il s'agit d'amener en fait, de séduire, de rendre la société moderne charia compatible pour ensuite qu'elle tombe naturellement dans l'escarcelle de l'islam. Alors, le cheikh égyptien Youssef Al-Qaradawi, figure médiatique la plus influente des frères musulmans, qui est mort en 2022 à l'âge de 96 ans, prédisait que l'islam, justement, reviendrait en Europe, non pas par la violence, mais par la prédication et l'idéologie. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout un chapitre dans votre livre sur le soft law et le soft power. C'est vraiment ça, en fait, dont il s'agit quand on parle d'idéologie, d'influence. Par quoi ça passe ? C'est ça. Alors, vous avez raison de citer Qaradawi, parce que c'est vraiment un des très grands penseurs de ce mouvement, qui justement se place un petit peu en opposition, on peut dire, avec la forme djihadiste
développé par Saïd Qutb, aussi un homme important de l'idéologie frériste, en disant finalement on peut conquérir ces nouveaux territoires, ces territoires autrefois appelés de la guerre ou territoires de mécréance par des outils intelligents, Oui. en influençant, en essayant, en se servant des lois des droits de l'homme contre eux-mêmes. Et la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme notamment. Voilà, alors ça c'est un autre chapitre, mais je dirais qui est assez proche de l'organisation de la coopération islamique, qui en effet met en place, essaye de penser à partir de l'idéologie frériste, des droits de l'homme en islam, pas des droits de l'homme musulmans, des droits de l'homme de la totalité en fait de l'humanité en islam. Donc quelque chose qui gérerait à la fois les affaires terrestres et à la fois le salut individuel et collectif. Et justement, quand vous parlez de soft power, alors il y a tout un chapitre dans votre livre sur Tariq Ramadan, très aguerri, vous écrivez en matière de double discours. C'est vraiment un personnage central justement pour vous de ce soft power que les frères musulmans tentent, selon vous, d'exercer en France. C'est ça, et Tariq Ramadan est d'ailleurs le produit de deux branches, la branche arabe de Kardawi, mais aussi la branche indo-pakistanaise, qui est très active aujourd'hui au Royaume-Uni, qui dépend de Maoudoudi, le fondateur de la Jamaat Islami en 1941, je crois. Et ces deux branches, en fait, vont donner ce qu'on appelle l'éthique islamique, tout ce baratin, on peut dire, destiné à euphémiser, en fait, la charia. Le féminisme islamique, notamment. Le féminisme islamique, voilà, fait partie de ce que les frères appellent l'islamisation de la connaissance. Alors, il y a énormément d'organisations que vous citez, notamment vous faites état aussi d'une implantation planifiée de l'Union des organisations islamiques en France, d'ailleurs qui se fait appeler En France et non plus De France, et vous notez... c'est le contraire. C'est le contraire, vous notez la nuance, justement. Donc célèbre UOIF, puis bien des années après le collectif contre l'islamophobie, dramatiquement salué par certains élus français, notamment de la France insoumise. Ce sont là aussi les instruments pour vous des frères musulmans? Oui, les frères musulmans, ce sont eux qui ont inventé l'idée d'islam français. On a l'impression que c'est un courant qui vient d'ailleurs, que c'est un courant étranger qui finalement empêcherait l'islam des musulmans de France d'émerger venant de l'étranger. Or, c'est pas du tout le cas. C'est ceux qui ont pour la première fois tissé l'ensemble du paysage islamique dans les années 90. Ce sont les frères avec des associations qui vont porter des noms locaux, association des musulmans de la Gironde, association des musulmans de Lille, etc. Et l'idée d'un islam français, c'est au fond la non-acceptation de la séparation de l'Église et de l'État, puisque là, pour accepter en fait la norme française, il faudrait l'articuler à la norme chariatique. Donc les frères sont incapables de penser la séparation. Il y a quelque chose de très intéressant, le lien avec l'Iran. Vous l'expliquez, l'implantation des frères musulmans en Europe vient notamment de l'Iran. Vous évoquez particulièrement les appels de l'ayatollah iranien Khomeini, les fameuses fatwas qui ont été lancées contre certains intellectuels déjà il y a 30 ans. Quel est le rôle de l'Iran aussi ? C'est plutôt... Alors, sur le marché halal, par exemple, l'Iran a joué un rôle important, mais ça serait peut-être parce que vous technique. avez écrit un livre notamment sur le marché halal ou l'invention d'une tradition. Par contre, pour le reste, c'est plutôt une influence générale. 1979, l'instauration de la République islamique d'Iran a donné des ailes en fait au parti islamiste. Je voudrais peut-être terminer aussi sur la question de l'antisémitisme. Bien sûr. Il faut bien comprendre que l'antisémitisme qu'on voit aujourd'hui de façon manifeste est parfaitement lié justement au déploiement du frérisme. Il est très important pour Kardawi, il le dit de façon très claire, de cultiver la haine des Juifs. La haine d'Israël est une recommandation expresse. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, derrière Israël, c'est un antisémitisme anti-sioniste. Qui maintenant est en train de drainer les autres antisémitismes, mais c'est quand même le plus virulent et c'est un véritable endoctrinement depuis la naissance. Que pensez-vous justement des accusations de génocide qui sont formulées à l'encontre d'Israël par l'Afrique du Sud? D'ailleurs, on a vu que certains dirigeants sud-africains avaient des liens assez troubles avec des responsables du Hamas. Alors la confrérie, elle est mondialisée aujourd'hui, elle a ses relais partout dans tous les pays et notamment en Afrique du Sud. Et cette façon
de renverser les droits de l'homme contre eux-mêmes. Ça, c'est vraiment la technique frériste. La terreur a bien fonctionné, la censure et l'autocensure se sont imposées à nous. Certains de nos concitoyens ont attribué la faute non aux djihadistes mais à ceux qu'ils avaient tués. C'est ce que vous écrivez. Aujourd'hui, Florence, vous êtes menacée de mort, vous faites l'objet d'une protection policière permanente. Vous dites la recherche est attaquée, la démocratie sérieusement menacée. Vous vous sentez isolée ? Absolument, je suis effectivement très isolée. Certains de mes collègues voudraient aussi dire la même chose, mais ils ont peur. Et donc on est aujourd'hui privé de financement, privé de promotion, complètement blacklisté dans un environnement, le campus, qui est particulièrement hostile. On l'a vu que ce soit à Harvard ou à Paris. Alors une dernière question d'actualité, le footballeur Karim Benzema, je voulais aussi avoir votre opinion là-dessus, a porté plainte hier contre Gérald Darmanin pour diffamation, pour avoir dit qu'il avait des liens avec les frères musulmans. Alors c'est une accusation très grave, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui permet véritablement finalement au ministre de l'Intérieur d'affirmer que le footballeur Karim Benzema a des liens avec les frères musulmans ? J'imagine que le ministre de l'Intérieur est bien informé. Je pense qu'il n'a pas dit que Karim Benzema était un frère musulman, il a dit qu'il a des liens. Des liens notoires, je crois. Voilà, je pense que notoire, c'était peut-être un peu exagéré, mais disons qu'il a des liens, je pense qu'il est bien informé. Ce qui est certain, c'est que les frères musulmans ont besoin des influenceurs comme Benzema, comme Medine, comme d'autres, pour faire passer leur message. C'est la façon dont ils travaillent, c'est précisément d'aller flatter ces influenceurs qui ont des millions de followers. Donc, quand on voit par exemple Nabil El Nasri, dont on connaît les liens très très proches, peut-être son appartenance à la confrérie, venir flatter en fait Benzema quand il arrive avec son vélo en Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. Bon, voilà, on voit bien qu'il y a des appels du pied, etc., que le footballeur joue un peu ce rôle d'ambassadeur de l'islam qu'on voudrait lui attribuer. Eh bien, merci beaucoup Florence Bergeaud-Blackler. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer, mais en tout cas, on invite évidemment tous nos auditeurs et nos auditrices à se procurer ce livre, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête ni réquisitoire, ni dénonciation complotiste ou militante, c'est le résultat d'une enquête de fond étayée et référencée. Et le propos, il faut le préciser, qui ne vise ni une religion, ni une communauté de croyants, mais qui décrit un mouvement qui cherche à se servir d'eux pour imposer une stratégie d'islamisation. Merci beaucoup Florence et merci à vous. À très bientôt sur Radio J.